Est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Non, je pense pas. Non, romantiquement, moi ça me paraît compliqué. Ouais, moi j'ai trompé, donc je pense que tromper ça peut être trompé juste d'un point de vue physique. Est-ce que tu peux aimer deux personnes à la fois? Je pense que oui, de deux façons différentes, d'un amour passionnel ou une relation impossible, et après d'un amour plus calme, tranquille. On sait ce qui nous fait rester dans une relation qui ne fonctionne pas. La théorie de l'investissement. Et quelle question est-ce que vous vous poseriez pour vérifier, ok, cette personne-là, je l'aime encore? Es-tu prêt à tout abandonner? Quand je parle de mon activité, il y a des questions qui reviennent plus souvent que d'autres, qui vont être du type: est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que le fait d'accompagner des gens sur ces questions-là implique que toi, tu sois avec quelqu'un? Si oui, depuis combien de temps? Et ces questions, elles sont pas anodines. Elles sont symptomatiques du fait que les gens considèrent que quand on a une forme d'intelligence sociale, émotionnelle, on est plus heureux dans ses relations, ça c'est une chose, mais que le fait d'être plus heureux dans ses relations, ça implique qu'on ait quelqu'un, qu'on soit en couple. Les gens pensent trop souvent qu'un couple qui dure, c'est un couple heureux. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer une personne toute sa vie? Moi, en tout cas, je trouve que c'est plus compliqué parce qu'on pense qu'on peut quitter une personne et avoir directement quelqu'un d'autre. Et du coup, ça fait qu'on est un peu dans ce souci de consommation, même dans l'amour et dans les relations humaines. Alors qu'avant, il y avait moins ça, parce que comme il n'y avait pas les réseaux et tout, on était plus dans le cercle proche, donc c'est plus compliqué, et donc on faisait plus d'efforts pour tenir la relation. Moi je trouve que on est moins nous-mêmes avec les gens. On essaye plus de montrer ce qu'on veut montrer aux autres et tout, mais on est moins réellement nous-mêmes. Et vu qu'on se connaît moins nous, avec justement les réseaux, on sait pas ce qu'on veut forcément. Enfin, les couples, on les voit autour de nous, on les voit sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on pourrait appeler même des couples vitrines qu'on voit sur les réseaux qui affichent leur bonheur en story. Mais on est biaisé parce qu'on ne voit toujours que la face émergée de l'iceberg. On ne voit jamais les coulisses de ce qui se passe dans la relation des gens. On les voit beaux, souriants, on les écoute nous raconter leurs dernières vacances, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe sur l'oreiller ou quand ils se retrouvent tous les deux. Je dis ça parce qu'il faut commencer à considérer que la réussite en amour, c'est pas tant d'être en relation, c'est d'être capable de savoir quand il faut arrêter une relation, quand il y a des signaux qu'il faut commencer à considérer et qui laissent entendre que peut-être il y a des dysfonctionnements et des choses à revoir, d'être capable de régler les conflits. Qu'est-ce qu'il ferait de dire à cette personne-là, je suis amoureuse, je l'aime encore? Si je la vois comme le père de mes enfants, ou si je réussis à me projeter avec cette personne. Donc pour toi, le plus important, c'est le fait de se projeter et potentiellement le père de tes enfants. Mhm. C'était quoi le point commun des relations qui ont duré dans ta vie ou qui ont eu une importance? Je dirais qu'il y a d'abord eu une phase amicale avant de devoir avoir une relation amoureuse. Il faut essayer de l'apprendre à la connaître, même sans avoir une pensée amoureuse derrière. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer une même personne toute sa vie? Je pense qu'on peut l'aimer jusqu'au bout, mais d'une manière différente au fur et à mesure du temps. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire ou non durer une relation. Et vous savez, c'est un petit peu comme faire des enfants. Faire des enfants, c'est facile. Tout le monde est capable de faire des enfants. On félicite les gens parce qu'ils font des enfants, mais la difficulté, c'est pas tant de faire des enfants, c'est de fonder une famille. Et il y a une différence fondamentale entre faire des enfants, ça je vais pas vous faire un dessin, c'est relativement facile de le faire, et fonder une famille, faire en sorte que le système famille entre les enfants, le couple, et soit fonctionne bien, soit épanoui. Et ça, c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. Il y a certaines personnes qui ne sont pas configurées pour le couple à vie. Il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être dans des relations qui durent et qui ne sont pas malheureuses pour autant. Et ça n'est pas forcément pathologique. Il y a des gens qui sont ultra orientés carrière et qui sont beaucoup moins impliqués dans leur vie sentimentale. Il faut considérer que de mettre de l'énergie dans un champ de notre vie, ça implique forcément des sacrifices dans un autre champ. Et ce qui fait que les gens sont malheureux quand ils ne sont pas en couple, c'est souvent dû à la pression extérieure. C'est-à-dire mon frère, ma sœur se sont mariés, mon cousin vient d'avoir un bébé et moi, je suis toujours célibataire. J'ai la pression parfois de la famille qui me demande des comptes indirectement. Et donc ça crée une remise en question. Mais là, le malheur, il est créé par des conditions extérieures. Plus vous arriverez à vous éloigner de ces pressions extérieures et de ces comparaisons avec ce qui se passe autour de vous, plus vous serez capable de vous centrer sur ce qui, vous, en tant qu'individu, vous épanouit. Pour qu'une relation dure,
Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se ressembler ou être différent justement? Je pense qu'il faut être différent pour se compléter et être un petit peu plus stimulé, peut-être retomber amoureux tout le temps. Je trouve qu'il y a un truc dans la différence qui peut vite attirer. Mais par contre, si on est beaucoup trop différent sur des sujets très très importants, je pense que ça mène forcément au conflit. Pour que ça dure avec quelqu'un, vous pensez qu'il vaut mieux se ressembler ou être différent? Moi, je dirais se ressembler. Moi, je dirais un peu des deux quand même. Parce que quand tu te ressembles trop, ça t'apporte rien. Mais si vous êtes trop différents, à la fois ça peut créer trop d'histoires et ça fait qu'en fait tu te rends compte que t'es pas fait pour être avec elle parce qu'au final être ami c'est mieux. Pour durer, vaut-il mieux être semblable ou différent? Tu dois avoir comme des trucs communs, mais je pense que c'est aussi bien d'être différent. Tu ne peux pas être pareil. Je vais vous donner un secret qui permet de faire durer une relation. J'ai eu une amie végane qui a rencontré un homme qui lui aussi n'était peut-être pas végane au début, mais en tout cas il était très sensible à cette cause-là. Il était au moins, je crois, végétarien et elle était très impliquée par ces causes-là. Lui, le fait de la fréquenter, il a de plus en plus remis en question sa consommation de produits issus du monde animal et petit à petit, il en est venu à adopter le même régime qu'elle, militer de la même manière qu'elle et supporter les mêmes causes qu'elle. On voit leur Instagram à tous les deux, ils sont dans des milieux qui sont très très proches et ça c'est un des ingrédients qui leur a permis de durer. Et cet ingrédient, quelque part, c'est la capacité à avoir réussi à trouver un ennemi commun. Alors un ennemi commun, c'est pas forcément une personne ou un groupe de personnes, c'est souvent une cause qui suscite chez nous un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration, et le fait d'avoir cette même vision des choses, cette même valeur, ça contribue à ce qu'il y ait un combat dans la vie de tous les jours, dans les échanges qu'il y a entre ces deux personnes, et à quelque part souder leur identité de couple. C'est finalement nous deux, notre vision contre le monde extérieur. On est une équipe face aux problèmes de la vie, face à ce qu'on considère comme étant des injustices. Et en ça, les religions sont une bonne manière de se créer des ennemis communs, parce que les religions, elles combattent ce qu'elles considèrent être le mal, et le mal, c'est un ennemi qu'on combat de par les comportements des croyants, et de la même manière, l'athéisme aussi pourrait presque le considérer comme une religion à part entière parce qu'elle a quelque chose de dogmatique. Deux athées ont pareil une vision du monde où ils vont rejeter les groupes religieux. La capacité à trouver des ennemis communs qui font résonner chez nous des valeurs profondes, ça va contribuer fortement à la création de cette identité de couple. Et c'est ce qui va profondément permettre de durer sur le long terme. Vous souffrez en amour, ou simplement vous êtes confronté à une problématique relationnelle. Vous vivez une histoire qui vous obsède et certaines questions restent en suspens. Pour ça, je peux vous aider. J'ai travaillé sur une plateforme à travers laquelle je vous accompagne pour décortiquer et analyser votre histoire. On avance ensemble pour trouver des solutions jusqu'à sortir de l'impasse. L'accès est offert, le lien se trouve en description. Et dernière petite question, est-ce que tu penses qu'un couple peut durer sainement en ayant des opinions politiques différentes? Non. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment un critère rédhibitoire. Donc, après, des opinions différentes, ça dépend sur quel sujet. Par exemple, si on n'est pas d'accord sur tel point précisément, c'est pas très grave. Et par exemple, quelqu'un qui serait raciste, homophobe, etc., pour moi, ça serait absolument impossible. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'on peut durer, fonctionner, malgré des opinions politiques différentes? Ah oui, oui, oui. Par exemple, chez mes grands-parents qui avaient des valeurs complètement politiques complètement opposées et qui ont vécu ensemble jusqu'à leur mort sans aucun souci. Pourtant, c'était vraiment l'un à droite et l'autre à gauche, mais c'est possible. Alors tu as parlé de politique, penses-tu qu'une relation entre deux personnes avec des opinions politiques différentes peut durer? Non, je ne pense pas, parce que la politique concerne l'humanité. Donc, je ne pense pas. Des avis politiques divergents ne sont, selon moi, vraiment pas un problème pour le couple sur le long terme. On a trop souvent tendance à confondre opinion et valeurs. On peut avoir des positionnements politiques, des avis politiques qui sont différents, tout en ayant des valeurs communes. Et la plupart du temps, c'est d'ailleurs le cas. Finalement, quand vous prenez un peu de recul, les gens qui soient de gauche ou de droite, quelle que soit leur opinion politique, globalement, ils ont une valeur commune. Pour l'immense majorité d'entre eux, c'est la défense de l'intérêt commun. C'est ce qui est important pour eux, c'est que les gens autour d'eux souffrent le moins possible, que les gens autour d'eux soient heureux et que tout se passe bien autour d'eux. On peut considérer que c'est une valeur. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs moyens d'atteindre cet objectif. Il y a des gens qui vont penser que ça passe par des opinions qu'on catégorise plus à gauche et d'autres qui vont penser que ça passe par des opinions qu'on catégorise plus à droite. Mais ça, c'est l'opinion, c'est le moyen pour arriver à un résultat. Et quelles que soient vos opinions, ce qu'il faut regarder, c'est pas le chemin, c'est quoi la destination. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'était quoi le point commun de vos relations qui ont fonctionné, qui ont duré? Aucune n'a fonctionné.
On avait tous les deux vécu des choses compliquées. On se comprenait tous les deux. On évoluait ensemble. Les chocs de vie peuvent être à l'origine d'un tournant dans la relation et donc d'une séparation. Ça a été largement étudié. Et ce qu'on observe, c'est que quand il y a des ruptures liées à des événements tragiques comme la maladie, le décès, la perte d'un emploi, ça a des impacts directement sur la relation. Les femmes sont plus susceptibles d'être quittées quand elles développent des cancers, quand elles développent des maladies cardiovasculaires, que l'inverse. Ça, c'est une réalité qui a été mesurée. Par contre, ce qu'on observe, et là où les hommes sont plus sujets à des ruptures, c'est quand il y a une perte d'emploi. Le chômage de l'homme a un effet plus déstabilisant que celui de la femme au sein de sa relation. Quand l'homme est au chômage, par rapport à quand il a un emploi, le risque de séparation augmente d'environ 50%. Quand la femme est au chômage, l'augmentation, elle, est d'environ 40%. Mais ce qu'on dit moins, et ce qui fait réellement la différence, c'est l'incapacité pour certaines personnes à aller chercher de l'aide du côté de l'autre partenaire. Et ça, particulièrement du côté des hommes. On pense que demander de l'aide, quand on est dans une situation de souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit des difficultés au travail, que ce soit le chômage, on pense que demander de l'aide, c'est finalement montrer déjà une forme de faiblesse et que c'est déjà de révéler un petit peu qu'on est en difficulté et que cette difficulté va nous amener peut-être à abîmer encore plus la relation. Et ça, effectivement, du côté des hommes qui ont cette image de pourvoyeurs masculins et qui sont censés être quand même desquels on attend souvent une forme de stabilité financière pour que le couple tienne, que ce soit le cas ou non, mais en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est aussi comme ça que ça s'est construit, c'est d'autant plus renforcé de montrer ses faiblesses, c'est perçu comme un signe d'échec. Donc du coup, certaines personnes prennent de la distance quand elles vivent un événement tragique, alors que c'est le moment où elles ont le plus besoin de l'autre et où elles ont le plus besoin du couple pour surmonter cette étape. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça impacte encore plus la santé mentale, ça crée des malentendus, et du coup, on tombe dans un cercle vicieux où la relation se délite, non pas parce qu'il y a la maladie, non pas parce qu'il y a le chômage ou quoi que ce soit, mais parce que celui qui le subit dans le couple est incapable d'aller faire équipe pour trouver des solutions. À quoi est-ce que tu reconnais le désamour? Que tu n'es plus amoureuse de quelqu'un? Plus de désir charnel et plus de manque. Je sens que le sentiment de manque, c'est vraiment... Mais du coup, il faut faire très attention à ce que ce soit pas de la dépendance affective aussi. Et ça, c'est un peu les premières questions que je me suis posées quand je me suis questionnée sur mon sentiment amoureux à l'égard de cette personne. Est-ce que c'est de la dépendance? Est-ce que c'est de l'admiration ou juste de l'amour sain? Et à quoi est-ce que vous reconnaissez le désamour, que vous n'êtes plus amoureuse de quelqu'un? Quand on se pose trop de questions. Quand on voit plus de défauts que de qualités dans la personne, quand ça va pas aussi sexuellement, ça montre qu'il y a un problème dans le couple. Je pense que c'est un des premiers signes aussi de désamour et tout, et qu'il y a un problème, quoi. Pour toi, à quoi ressemblerait le désamour quand tu n'es plus amoureuse de la personne? Je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, dans la relation, c'est-à-dire que tu restes plus avec la personne par habitude et pas forcément parce que t'as encore des sentiments pour elle. Enfin, moi, je sais que ma dernière relation, c'est comme ça qu'elle s'est finie. C'est qu'on restait ensemble parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on était ensemble et on s'appréciait, mais c'était plus l'amour, le vrai amour. On sait ce qui nous fait rester dans une relation qui ne fonctionne pas. La psychologue Caril Rosbolt est à l'origine de ce qu'on appelle la théorie de l'investissement. C'est une psychologue qui a une grosse renommée, qui est décédée d'un cancer de l'utérus, il me semble que c'était il y a 10 ans. On va lui rendre hommage aujourd'hui en parlant de cette théorie. Caril Rosbolt, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a 3 piliers qui font qu'on reste dans une relation. Le premier pilier, c'est la satisfaction qu'on perçoit de cette relation. C'est qu'est-ce qu'on reçoit réellement comparé à ce qu'on attend de cette relation. Est-ce que je suis satisfait de cette relation? Pas très original, pas très étonnant, mais c'est le premier pilier et c'est le plus évident. Ensuite, il y a la qualité des alternatives qu'on perçoit à l'extérieur. La qualité des alternatives, c'est si on n'est plus dans cette relation, qu'on se projette en tant que célibataire, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est aussi les potentiels autres partenaires qu'on pourrait avoir une fois qu'on se retrouve célibataire. Le troisième pilier, et le plus important à comprendre, c'est l'investissement qu'on a mis dans cette relation. Alors ça peut être l'investissement qu'on a mis soi-même dedans, c'est-à-dire l'investissement matériel, le temps, l'énergie, l'investissement émotionnel qu'on a mis dans la relation, la façon dont on s'est projeté, le temps depuis lequel on est dans cette relation, mais aussi ce qu'elle nous permet d'obtenir. J'ai une belle famille, j'ai de beaux enfants, j'ai une belle maison. Tout ça, c'est un ensemble d'investissements qui se sont créés ou que vous mettez dans cette relation et qui jouent énormément dans la balance, qui vous fait rester dans une relation qui parfois est dysfonctionnelle. On s'aperçoit que ce modèle, la théorie de l'investissement qui met en avant ces 3 piliers, satisfaction, qualité des alternatives et l'ensemble des investissements, ça prédit énormément qui reste dans une relation et qui en part. Et on se rend compte que plus vous mettez d'investissement dans cette relation, plus cette relation vous rend dépendante d'elle. Et c'est ce qui fait que certaines personnes restent dans des relations très violentes qui ne leur conviennent pas, tout en se persuadant qu'il y a de bonnes choses à côté. Ok, peut-être que ça va pas bien, mais voilà ce que ça me permet d'avoir, et en plus ça fait tellement de temps qu'on est ensemble, on va pas briser tout ça, briser cette relation
parce que ça ne va pas bien, et ça crée chez nous des biais. Vous restez bloqué dans une relation à cause de contraintes externes qui n'ont rien à voir avec la relation elle-même. Et c'est un peu le même procédé quand on reste dans un travail qui ne nous convient pas. On se dit ok, mon job est pourri, mais à côté de ça, j'ai telle chose, et en plus de ça, ça fait tellement longtemps, j'ai de l'ancienneté, je suis pas mal investi dans mon boulot, et on est dépendant de ces choses-là et on se construit des croyances que la relation ou le travail, en l'occurrence dans notre exemple, mérite qu'on se batte pour y rester. Il faut aussi savoir que la vision qu'on a des alternatives hors du couple, elle dépend aussi de la relation elle-même. Il y a des hommes qui ont cette crainte-là, ou parfois aussi des femmes, mais qui se disent il ou elle peut trouver mieux, finalement il y a toujours mieux. C'est une réalité, il y a toujours mieux, mais la question c'est qu'est-ce qu'on va percevoir comme mieux. On va percevoir que quelque chose est mieux, que d'autres relations sont meilleures, en comparaison avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il n'y a pas de mieux dans l'absolu, c'est toujours mieux par rapport à quelque chose, mieux par rapport à une relation en particulier, et mieux par rapport à votre relation en particulier. Les alternatives qu'on a et les autres relations qu'on a, elles sont pas un problème parce qu'elles dépendent toujours de ce qu'on est en train de vivre comme relation aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut tromper tout en aimant toujours la personne? Je pense pas. En tout cas, l'amour, elle devait être pas assez forte pour que tu puisses mettre les sentiments et ce que la personne aurait pu ressentir une fois qu'elle apprend que tu l'as trompée. Je pense que non, tu peux pas. Tu devais pas assez l'aimer pour ne pas la tromper. Ok. Est-ce qu'on peut tromper tout en aimant toujours la personne? Non. Toi, t'as l'air un peu plus dubitative. Ouais, ben moi j'ai trompé donc. Mais je pense que tromper, ça peut être vu juste d'un point de vue physique. Enfin, ça n'a pas forcément de lien avec l'amour et tout. Mais je pense que ça montre qu'il y a un désaccord dans le couple et c'est quand t'as des problèmes de communication. Et bah en fait, des fois, il n'y a que ça comme solution pour se rendre compte que. Pour que la personne elle se rende compte en fait que ça va pas. Est-ce que tu penses qu'on peut tromper tout en aimant toujours la personne? Je pense que oui, ça peut être quelque chose, par exemple à cause de l'alcool ou à cause de quelque chose comme ça. Après, c'est aussi le signe quand même que la relation n'était pas parfaite parce que sinon il n'y aurait pas forcément cette tentation de tromper la personne. Mais si c'est trompé juste physiquement, je pense que c'est possible d'être toujours amoureuse de la personne. Et si c'est trompé vraiment se mettre dans une relation à part entière avec quelqu'un d'autre que son conjoint, c'est-à-dire qu'on n'aimait plus vraiment la personne avec qui on est. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Non, je pense pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Ouais, parce que tu les aimes pas de la même manière. Vu que c'est deux personnes différentes, ils ont pas les mêmes passés, il y a pas les mêmes feelings, il y a pas les mêmes points de vue. Surtout que quand on a vécu son premier amour et qu'on tombe sur quelqu'un d'autre après, le premier amour il est resté là quand même. Et ça rejoint un petit peu cette question, mais est-ce que tu penses qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Oui, je pense que oui, je pense qu'on peut aimer vraiment de deux façons différentes, vraiment parfois peut-être d'un amour passionnel ou une relation impossible, quelque chose qui fait qu'on garde quand même un lien avec cette personne. Et après, d'un amour plus calme, tranquille, etc. Donc oui, je pense que c'est possible d'être amoureux vraiment de deux personnes à la fois. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Cette question elle n'est pas évidente parce que déjà l'amour c'est un des concepts les plus compliqués à définir. On peut avoir la vision de l'amour sous le prisme sociologique, psychologique, philosophique. Certains disent c'est de la chimie, d'autres ont une vision spirituelle de l'amour. C'est un concept très complexe. Ce qu'on peut se dire pour essayer de simplifier, c'est de considérer qu'il y a deux grands types d'amour. Il y a l'amour-passion, qui est très proche de la souffrance, qui est le sentiment amoureux des débuts, qui finalement est une espèce de moteur, qui nous permet aussi de supporter les défauts de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des comportements dans un autre contexte, on ne serait jamais amené à supporter, mais parce que c'est lui ou parce que c'est elle, et parce qu'il y a de la passion amoureuse, on est capable de les supporter. Donc il y a l'amour-passion d'un côté, et de l'autre, il y a ce qu'on veut appeler l'amour-raison. Et l'amour-raison a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable, qui permet, lui, de faire maintenir le couple dans le temps. On peut aimer deux personnes d'un amour différent, c'est-à-dire d'un amour qui est plus teinté de passion d'un côté et qui est plus teinté d'un amour raison de l'autre. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'aimer deux personnes d'un amour teinté fortement de passion. Parce que l'amour-passion a quelque chose de particulier qui l'empêche de voir tout ce qui se passe autour de nous. L'amour-passion, quelque part, il met des œillères sur ce qu'on n'est pas capable de percevoir, sur notre jugement. L'amour-passion, il a quelque chose de dogmatique et de presque religieux. L'amour-passion pur, c'est on aime cette personne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et quels que soient les autres facteurs et les raisons qu'on aurait de ne pas l'aimer. Et c'est pour ça qu'effectivement, un homme, une femme qui est dans une relation stable avec quelqu'un et qui finalement commet un adultère peut tomber amoureuse passionnément d'un amant ou d'une amante, tout en restant dans sa relation principale et tout en ressentant un sentiment d'affection profond, teinté beaucoup plus d'amour-raison pour le partenaire principal. Bien sûr, là, je ne porte pas de jugement moral, j'essaye d'avoir un regard psychologique et philosophique de la question. Quelle question est-ce que tu te poserais pour vérifier est-ce que je l'aime encore? Le manque, ça c'est la première chose. Est-ce qu'il me manque quand il n'est pas là? Est-ce que je pense à lui quand je suis avec d'autres gens? Et le désir sexuel. Quelle question est-ce que tu te poserais pour vérifier que
j'aime encore cette personne. Je prends un exemple assez concret, mais si on est en vacances, on voit que la personne nous manque sincèrement et vraiment non, on aurait envie de partager ce moment avec elle, je pense que c'est un signe qu'on aime vraiment la personne. Et si, je sais pas, on part 2 semaines en vacances et on pense pas du tout à la personne et on n'a pas forcément hâte de la revoir, je pense que c'est aussi un signe qu'on n'est plus forcément amoureux de cette personne. À quoi est-ce que tu reconnais le désamour, que t'es plus amoureuse de la personne, en l'occurrence toi de la personne que t'as connue? Je pense que c'est qu'on commence à voir que quand on est avec la personne, soit on se fait chier entre autres, mais si par exemple on sent plus l'attirance, on sent plus l'alchimie, il y a un truc qui va moins qu'avant, je pense. Comment savez-vous quand vous êtes plus amoureux de quelqu'un? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, je n'ai jamais cessé d'aimer quelqu'un. Après toutes mes relations, je suis toujours amie avec eux et je les aime toujours, mais d'une manière différente. Je pense que quand l'amour est vraiment profond, vous ne pouvez pas arrêter d'aimer quelqu'un. Vous pouvez aimer d'autres personnes de différentes manières et vous n'avez peut-être pas l'amour que vous aviez avec cette personne, mais je ne pense pas que vous cessiez de les aimer. Dans beaucoup de relations, on prend conscience du désamour une fois qu'on a déjà bouclé une forme de deuil de la relation. Les relations amoureuses ont ça de particulier, qu'on a la possibilité de faire son deuil avant la mort de notre histoire. Finalement, plus l'amour-passion se délite, plus on est capable de voir les choses telles qu'elles sont, plus la fatigue liée à la relation est liée aux dysfonctions dont la relation s'accumule, jusqu'à l'explosion et jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes du couple finisse par se dire « Ok, là c'est bon, c'en est trop, je mets fin à la relation ». Et on n'est jamais synchronisé sur cette question. Et ce qui fait qu'on est capable de mettre fin à la relation, c'est qu'on a suffisamment désidéalisé l'autre, on a suffisamment accumulé de fatigue, accumulé de déception, on est finalement capable de partir définitivement. Et pour désaimer, pour être capable de partir définitivement, pour être capable de faire fi de tout l'investissement émotionnel, matériel, etc. qu'on a déjà mis dans la relation, il faut fortement désidéaliser l'autre personne. Et pour désidéaliser l'autre personne, il faut être confronté au quotidien à ce qui ne va pas. Il faut accepter d'être confronté à ce qui ne va pas pendant une période relativement longue avant d'être capable de partir. C'était un ensemble déstructuré de réflexions que j'ai eues autour du couple, autour des relations qui durent. On l'a vu sur la question du désamour. On va dans les prochaines vidéos essayer de se concentrer sur des thèmes beaucoup plus précis et je vais essayer d'aller beaucoup plus profondément dans ces thématiques. On est parti un petit peu dans tous les sens. L'idée, c'est de prendre des problématiques et de les creuser en tergiversant le moins possible et en essayant de voir ce que la plupart des gens dans la rue qu'on ne connaît pas pensent. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.